Bienvenue à tous. La pandémie de Covid-19, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale et le règlement des crises, ce sont là quelques dossiers brûlants sur la table du nouveau président de l'Union africaine, le Congolais Félix Tshisekedi. Le 34e sommet de l'organisation s'est tenu les 6 et 7 février en visioconférence avec un agenda allégé en raison de la maladie causée par le nouveau coronavirus qui plombe les économies africaines. La pandémie entrave les efforts de développement et ralentit la mise en œuvre de plusieurs programmes de l'Union africaine qui a entamé une réforme interne devant s'achever cette année. Tout ceci alors que le Tchadien Moussa Faki vient d'être réélu à la tête de la Commission pour 4 ans. Avec nos invités, nous allons revenir sur les grandes décisions du sommet et sur les dossiers qui attendent l'organisation pour les 12 prochains mois. La 34e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine s'est tenue virtuellement les 6 et 7 février dernier. Cette année, le thème était placé sous le thème « Art, culture et patrimoine » des leviers pour construire l'Afrique, mais les préoccupations majeures portaient sur la situation sanitaire, l'engagement commun dans la lutte contre la pandémie, l'obtention de vaccins anti-Covid pour le continent, des thèmes qui ont d'ailleurs éclipsé les questions sécuritaires. Les explications de Dili Diko. Au premier jour de son sommet en visioconférence, l'Union africaine a reconduit à sa tête le Tchadien Moussa Faki Mahamat pour un mandat de 4 ans alors que les débats sur la lutte contre le Covid-19 et l'approvisionnement vaccinal monopolisaient les discussions. Monsieur Faki, réélu par 51 États membres sur 55, s'est dit profondément honoré par ce vote de confiance. Il a rappelé la nécessité de combattre le nationalisme vaccinal au profit d'une approche multilatérale. Le 34e sommet de l'UA a coïncidé avec l'annonce d'une nouvelle politique diplomatique des États-Unis qui souhaite renouer ses liens avec l'Union africaine. Cette dernière année a montré à quel point notre monde est interconnecté et comment nos destins sont liés. C'est la raison pour laquelle mon administration s'est engagée à reconstruire notre partenariat dans le monde et à se réengager avec des institutions internationales comme l'Union africaine. Nous devons tous travailler ensemble pour faire progresser notre vision commune d'un avenir meilleur, un avenir de commerce et d'investissement croissant qui favorise la prospérité de toutes nos nations, un avenir qui fait progresser la paix et la sécurité pour tous nos citoyens. Aujourd'hui, de nombreux pays africains font face à la deuxième vague de coronavirus et s'efforcent d'obtenir des vaccins. Beaucoup de dirigeants africains dénoncent un accaparement au profit des pays riches, dont certains disposent de plus de doses que nécessaire. Cyril Ramaphosa, dont le mandat à la présidence tournante de l'UA vient de s'achever, a rappelé l'importance d'une action solidaire face à la pandémie. Son pays, l'Afrique du Sud, est le plus touché par le Covid-19 sur le continent. Les événements de l'année dernière ont montré qu'aucun pays, aucun peuple et aucun continent ne peut être seul face aux défis auxquels l'humanité est confrontée. Des pandémies au changement climatique, des guerres à la pauvreté, nous devons surmonter ces problèmes par une action commune. Je remets le drapeau de notre union au président Tshisekedi et je lui souhaite le meilleur alors qu'il entreprend la tâche de diriger notre union. Suite à cette passation, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a officiellement pris la tête de l'UA. Monsieur Tshisekedi a exposé un programme ambitieux portant à la fois sur la lutte contre le changement climatique, les violences sexuelles et la promotion de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous sommes tous conscients que notre continent doit batailler ferme et en commun pour faire face aux effets pervers de la pandémie de la Covid-19. Pour s'en sortir, l'Afrique doit s'affirmer unie, forte, solidaire, stable et prospère.
Plusieurs défis attendent donc le nouveau président de l'UA qui s'est engagé à chercher une solution au contentieux lié au méga-barrage éthiopien sur le Nil pendant son mandat. La construction du barrage de la Renaissance oppose depuis près de 10 ans l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, et jusqu'à là, les discussions menées sous l'égide de l'Union africaine n'ont pas débouché sur un accord définitif. Voilà, merci beaucoup Dili pour ces explications. Et pour le débat, nous avons 3 invités. À Dakar, Ibrahima Kane, analyste politique à OSIWA, Open Society for West Africa, spécialiste de l'Union africaine. À Bruxelles, Henri-Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT diplomatique. Et ici, aux États-Unis, dans le New Jersey, Daniel Mengara, enseignant à Montclair State University. Merci à tous d'être avec nous et je démarre avec vous, Ibrahima Kane. L'Afrique reste pour l'instant relativement épargnée par le nouveau coronavirus avec 3,5% des cas et 4% des décès au niveau global, en tout cas pour ce qui est des cas officiellement recensés. Mais qu'est-ce que l'Union africaine peut faire pour que l'Afrique ne reste pas derrière en termes de traitement et de prévention? Mais je pense que l'Union africaine a énormément fait dans la gestion de ce Covid-19. Et si le président de la Commission de l'Union africaine a été réélu, c'est en partie à cause de l'action qu'il a menée sur cette question du Covid-19. D'abord en faisant en sorte que les États africains, les 55 États africains aient une approche commune de la problématique. Le CDC a été mis en place pour coordonner toutes les activités liées au Covid-19 depuis l'achat des matériels, l'achat des médicaments, jusqu'à la coordination des actions au niveau de chacun des États. Donc, énormément de choses ont été faites. Et en dernier lieu, la question de l'achat des vaccins, l'Union africaine s'est engagée dans cette initiative commune avec d'autres régions du monde qu'on appelle COVAX, qui a permis à l'Afrique d'obtenir un certain nombre de vaccins à un coût relativement abordable, et cela grâce au travail qui a été réalisé par l'organisation continentale. Donc, de ce point de vue, tout le monde semble être satisfait de l'action menée par la Commission de l'Union africaine depuis le mois de mars 2020. Tout à fait. Alors, Henri, l'Afrique a besoin de 1,5 milliard de doses pour vacciner 60% de sa population. Cela demande un effort diplomatique important, n'est-ce pas, quand on sait que les pays riches se livrent déjà à une bataille féroce pour les commandes de vaccins? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs l'une des critiques du président sortant en exercice, le Sud-Africain Ramaphosa. Le Centre de contrôle et de prévention avait déjà annoncé dans un premier temps 270 millions de doses qui étaient disponibles, auxquelles se sont ajoutés, il n'y a pas très longtemps, 400 millions de doses. Vous venez d'évoquer le chiffre d'1,5 milliard. On est très loin du compte, d'autant qu'à l'heure actuelle, aucun pays africain n'est en capacité de financer l'immunisation de sa population, ce qui montre qu'il y a effectivement encore un effort conséquent à faire. Et je note par ailleurs que les doses dont nous parlons, à l'heure actuelle, 670 millions disponibles, qui devraient arriver au chiffre que vous avez évoqué, mais c'est pour une période de 2 ans. Ce sera évidemment intéressant de voir comment les choses pourraient s'organiser d'ici là, mais la solution viendrait naturellement d'une capacité de l'Afrique à pouvoir notamment développer sa propre industrie pharmaceutique pour au moins être en capacité de mettre au point son propre vaccin. Et à leur décharge aussi, il faut dire que même les pays riches ont du mal à s'approvisionner correctement, n'est-ce pas? Alors, Daniel Mengara, dans ce fameux nationalisme vaccinal, comme on l'appelle, où les pays puissants dictent leurs lois dans l'acquisition des vaccins, comment l'Afrique peut-elle se faire une place au soleil? Oui, évidemment. Il faut d'abord dire que
nous ne devons pas baisser la garde, parce que parfois j'entends les gens parler de ces chiffres, n'est-ce pas, qui semblent dire que l'Afrique est moins touchée que les autres continents. Mais je pense qu'il faut se dire une chose, le Covid-19 est d'abord la maladie des pays développés, c'est-à-dire que ces pays qui ont une intensité réelle en matière de circulation des biens et des personnes, il était naturel qu'ils soient les premiers touchés. Donc, nous ne sommes pas encore sortis, n'est-ce pas, de l'ornière. Et voilà pourquoi moi j'ai tendance à être un peu pour dire, écoutez, le Covid-19 a été un brusque réveil pour l'Afrique. Et le problème de l'Afrique est que la plupart des pays sont encore tellement confrontés aux problèmes basiques de survie primaire, relatifs à d'autres pandémies, la pandémie de la pauvreté, de la misère, de la malgouvernance, que les politiciens au pouvoir, dont la plupart, moi je dis, sont encore des dictateurs, ont omis réellement de se concentrer, à mon avis, sur la construction d'une indépendance scientifique qui aurait pu mieux préparer l'Afrique à faire face, par exemple, à cette crise du Covid. Il est étonnant, par exemple, que malgré les tentatives de régionalisation qui ont été menées avec l'établissement de zones économiques en Afrique de l'Ouest, centrale, australe et parmi d'autres, il n'existe pas réellement encore, à mon avis, ce qu'on va appeler une coopération cohérente, scientifique cohérente, continentale, digne de ce nom. Alors que le continent gagnerait justement à se doter, par exemple, d'un laboratoire continental qui se chargerait non seulement de centraliser les politiques continentales en matière de recherche scientifique, mais aussi d'homologuer même la recherche scientifique faite par les Africains. Alors, vous remarquerez que, par exemple, l'Inde, aujourd'hui, juste pour que je finisse cette idée, l'Inde, aujourd'hui, par exemple, produit 60% des vaccins utilisés dans le monde, parce que l'Inde, c'est un laboratoire qui fabrique les vaccins pour tous les pays, y compris les pays européens et américains. Donc, nous aurions en fait intérêt à commencer un sérieux travail d'intégration, non seulement régional, mais aussi continental à ce niveau, surtout que très peu de pays en Afrique sont équipés pour faire front tout seuls à ces défis scientifiques. Justement, Daniel, vous me permettez justement d'aborder la prochaine question avec Ibrahima Kane. 2021 devait être une année charnière dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Est-ce que la pandémie ne risque pas de retarder davantage ce processus d'intégration? Tout à fait, et je ne pense pas que ce soit la pandémie elle seule qui va retarder la mise en œuvre de la ZLECAf. Vous savez que l'accord principal a été adopté, mais il y a énormément d'accords annexes qui doivent être adoptés par l'ensemble des États pour que le texte puisse être vraiment opérationnel. Par exemple, il y a un document qui est central à tout le travail qui est fait pour la circulation des biens. C'est le document qui concerne les produits d'origine. Comment définir un produit d'origine africain? Et donc, jusqu'à présent, les négociations sont en cours, pas encore été finalisées. Et donc, le travail a même été retardé par la pandémie qui a pratiquement mis un terme aux réunions qui devaient se faire. Mais je pense qu'avec les évolutions que nous connaissons ça et là, on commence maintenant vraiment à se mettre à table et à travailler pour faire avancer le dossier. Est-ce que les préoccupations de pays comme le Nigeria sont légitimes? Tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est maintenant que l'on commence à vraiment prendre conscience de l'importance, pas d'y aller rapidement, mais d'y aller pas à pas, de manière à vraiment prendre en charge les préoccupations des uns et des autres et en faire en sorte que cette ZLECAf soit une vraie réussite. Ce n'est pas encore gagné. Henri, en fait, est-ce que finalement la pandémie n'est pas, disons, une leçon qui doit pousser les pays africains à s'intégrer davantage et à mener plus d'échanges au niveau continental? Écoutez, à l'heure actuelle, on sait que les échanges intra-africains représentent 16%. L'objectif affiché avec la mise en œuvre du ZLECAf, c'est d'arriver à l'horizon 2035 à plus ou moins 60% des échanges. C'est un objectif qui me semble un peu trop ambitieux pour deux raisons. La première, c'est qu'à l'heure actuelle, sur les 55 pays, seuls 34-35 ont ratifié. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a des pays qui sont beaucoup moins outillés que d'autres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général
de la ZLECAf qu'il évoque à peine à demi-mot. On le voit très bien, on risque d'avoir, je dirais, une ZLECAf à deux vitesses, avec d'une part des pays qui sont beaucoup mieux intégrés au commerce et à l'économie internationale, et ceux qui seront à la traîne et qui craignent que certains droits douaniers, que les barrières douanières tombant, les privent de recettes qui pourraient leur permettre de faire face notamment à leurs obligations régaliennes. On voit très bien que le débat reste ouvert entre les partisans, mais effectivement, cette marche devra probablement se faire progressivement. Alors, voici quand même quelques commentaires de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Nous, on a Martin Bidiboua à Moueka, c'est en République démocratique du Congo. Il nous dit, franchement, avec l'Union africaine dans sa configuration africaine, c'est difficile d'envisager l'avenir avec confiance. En rapport avec le vaccin anti-Covid, moi, je dis chapeau à la médecine occidentale et j'invite les leaders politiques africains à opter pour une couverture vaccinale totale sur l'ensemble du continent. Alphonse Mbouaki à Kinshasa écrit « L'Afrique est marginalisée dans la distribution des vaccins, mais avec l'initiative COVAX, l'Afrique aura des millions de doses à distribuer ». Asmaïlou à Lomé, au Togo, nous dit que depuis la naissance de l'Union africaine jusqu'à aujourd'hui, la douleur du peuple africain empire de jour en jour. Et Cédric Désiré Moulundama, il est à Kinshasa, il écrit « Je pense que le premier élément dans l'agenda de Félix Tshisekedi devrait être celui d'empêcher certains chefs d'État africains de s'éterniser au pouvoir, de leur demander d'instaurer une vraie démocratie dans leur pays. » Voilà donc quelques commentaires, beaucoup de commentaires sur la page Facebook. Bon, on a juste choisi ces quelques-uns. Peut-être une réaction autour de table avant de marquer une petite pause. Ibrahim Khan, qu'est-ce que vous retenez de ces réactions? Je comprends ce qu'ils veulent dire et je leur demanderai simplement d'être un peu indulgents à l'égard de l'Union africaine. C'est une organisation très jeune. C'est une organisation qui se bat pour se doter de moyens qui lui permettent de régler les problèmes du continent qui sont tellement nombreux qu'on se demande même parfois par où commencer. Et en plus, c'est une organisation qui vient juste de se restructurer pour vraiment répondre de manière plus efficace aux défis qui se posent sur le continent. Donc, tout à l'heure, mes collègues ont dit que le Covid-19 a posé un certain nombre de défis aux États africains. Je pense que les gens en ont conscience et vont travailler dans cette direction-là pour vraiment que l'Afrique soit autonome au point de vue sanitaire. D'abord, avoir des médicaments qui lui sont propres et puis travailler pour se doter d'une... pourquoi pas? L'Afrique du Sud travaille déjà là-dessus pour avoir un vaccin africain de manière à ce que tous les pays africains puissent en profiter. Donc, pour moi, je pense qu'il y a de l'espoir. On a géré cette situation de la meilleure des façons. Donc, espérons que les États vont prendre conscience de cette situation-là et vont vraiment travailler pour que, à l'avenir, ces questions ne soient plus aussi urgentes qu'elles l'ont été ces 2 dernières années. D'accord. Et vous, Henri, vous retenez quoi de ces réactions? Elles sont tout à fait compréhensives. Cela fait de nombreuses années qu'il y a une forme, non pas de scepticisme, mais disons, de doute sur la capacité réelle ou supposée de l'Union africaine à pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Je rappelle quand même que le premier devoir des pays membres, c'est d'abord d'essayer en interne de trouver des solutions. À une autre échelle, il s'agit de peut-être se rabattre ou s'en remettre aux organisations économiques régionales et autres. Et puis enfin, essayer de trouver un consensus au niveau continental sur la manière la plus efficace d'aborder ces problèmes et de les résoudre. Ce que je voudrais également
ajouter, c'est que l'idée pourrait faire son chemin, on n'en est pas encore là, mais pourquoi ne pas envisager au niveau continental une forme de programme de résilience économique et sociale qui pourrait être appliqué ou mis en œuvre au niveau de chaque État, avec à charge pour ces différents États de pouvoir, à un moment donné, eh bien, revenir avec un certain nombre de résultats. On ne pourra pas tout attendre de l'Union africaine, on n'a pas encore atteint le niveau d'intégration économique et monétaire européen, mais tout de même, il y a des chantiers qui sont mis en œuvre et qui méritent d'être menés à leur terme, à condition de faire montre d'abord de réalisme et de patience. Et Daniel, pour terminer? Oui, écoutez, bon, moi, je dirais que dans sa version actuelle, hein, l'Union africaine reste encore un peu trop une sorte de repère de dictateurs qui ne sont dans cette organisation que pour protéger leur régime. Donc, il nous faut comprendre qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, et là je réponds un peu à la question de l'un des jeunes, hein, que la jeunesse africaine aspire à la démocratie, qui est une pratique qui apporte avec elle non seulement la vertu de la bonne gouvernance, mais aussi la libération des intelligences, hein, qui vient généralement de l'affirmation des libertés fondamentales, hein, liberté d'expression, liberté d'entreprendre, liberté de circuler, et donc aussi liberté d'innover. Il est impossible pour une jeunesse se sentant étouffée par des régimes de dictateurs, comme par exemple dans mon pays d'origine, le Gabon, hein, qui s'est vu dirigé par une seule famille pendant 54 ans, un demi-siècle, et ça continue. Alors que nous avons en place une gouvernance catastrophique qui ne laisse aucune visibilité quant à la possibilité des jeunes d'envisager le progrès. Et c'est un peu comme ça, hein, dans la plupart des pays où des dictateurs ne cessent de se chercher des troisièmes mandats qui privent leur pays des alternances démocratiques nécessaires et dont les jeunes ont besoin pour s'imaginer de meilleurs avenirs. Donc il faut que cela change, et je crois que tant qu'on n'aura pas commencé à résoudre les problèmes de gouvernance politique en Afrique, les questions scientifiques, à mon avis, resteront un peu la dernière préoccupation de nos régimes, et ça, c'est un drame pour l'Afrique. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. La seconde partie de Washington Forum, je rappelle nos invités. À Dakar, Ibrahima Khan, analyste politique. À Osiwa, Open Society for West Africa. À Bruxelles, Henri Désiré Zouzi, analyste politique et producteur associé du JT diplomatique. Et ici aux États-Unis, dans le New Jersey, Daniel Mengara, enseignant à Montclair State University. Alors Ibrahima, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a aussi sur la table plusieurs dossiers diplomatiques et sécuritaires brûlants. Il a promis de s'engager par exemple dans la résolution de la crise entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan sur le barrage de la Renaissance. Pourquoi ce dossier risque d'être compliqué pour lui? Bon, ce dossier est compliqué par le fait que maintenant, en plus de l'affaire du barrage proprement dit, s'y ajoute maintenant la crise au nord de l'Éthiopie, la crise en Tigré, qui semble quand même intéresser les mêmes États. Le Soudan est directement impliqué puisque le Soudan reçoit des réfugiés. L'Érythrée vient en soutien au gouvernement éthiopien, même dans la crise du barrage. Mais l'Égypte est en embuscade. On accuse même le gouvernement égyptien d'avoir donné son appui aux rebelles tigréens. Donc vous voyez que, en plus d'une affaire proprement hydraulique, si je puis m'expliquer ainsi, maintenant on se trouve impliqué dans une affaire qui prend des connotations de guerre sous-régionale. Et donc ça risque de poser un sérieux problème parce que l'Éthiopie ne semble pas vouloir ni accepter l'ingérence dans la gestion de la crise tigréenne, ni accepter le dictat égyptien ou égypto-soudanais sur la question du barrage. Donc vous voyez que les positions sont tranchées et ce sera difficile pour le président Tshisekedi, comme ça a été le cas avec le président Ramaphosa, de vraiment trouver une solution qui satisfasse toutes les parties. Ça va être vraiment compliqué. Henri,
quand même, sur cette question de la souveraineté des États, l'Union africaine, on le sait, a une position bien connue sur la question du Sahara occidental. Pourquoi c'est différent avec d'autres crises internes? Alors, il faut savoir que les Nations Unies se sont fortement impliquées dans la résolution de ce dossier, appelant toutes les parties au dialogue. La facilité pour l'Union africaine ces dernières années a été, à défaut d'occulter le problème, eh bien, tout simplement de s'en remettre au progrès réel ou supposé enregistré par les Nations Unies. Pour le reste, on connaît les tiraillements traditionnels qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc, mais l'objectif étant de pouvoir arriver le plus rapidement possible à une solution acceptable pour toutes les parties. Mais je confesse volontiers que à l'heure actuelle, ce n'est peut-être pas le dossier le plus urgent qu'aura à traiter l'actuelle présidence en exercice. Le problème, évidemment, sera de pouvoir continuer à confier le lead sur ce dossier aux Nations Unies, avec évidemment tous les risques que cela peut comporter, c'est-à-dire un enlisement et surtout, je dirais, des tensions qui sont de plus en plus perceptibles entre Rabat et Alger. Et pour terminer, Daniel, comment est-ce que l'Union africaine peut donner de l'espoir à ces millions de jeunes Africains qui sont nés après sa création et qui peut-être ne semblent pas croire à son efficacité? Non, écoutez, je l'ai un peu déjà dit, hein, c'est-à-dire que déjà le fait que Tshisekedi, hein, qui est d'une autre génération, ait pris la tête de l'Union, pour moi est un symbole, c'est tout un symbole. C'est un symbole qui montre à la jeunesse qu'il y a là quelqu'un d'une autre génération qui aura comme mandat, on va dire, de redonner confiance en cette organisation que généralement les jeunes ne trouvent pas nécessairement ouverte aux idées de modernité dont l'Afrique a besoin, notamment en matière de démocratie et de gouvernance. Et donc, si le mandat donc, de Tshisekedi peut être à la fois évidemment sécuritaire, hein, pour répondre à toutes les crises que nous avons évoquées tout à l'heure, mais également pour réellement offrir une vision pour l'avenir à cette jeunesse, hein, une vision de démocratisation, une vision de bonne gouvernance et surtout, moi j'ai envie de dire, une vision de réforme. L'Union africaine, telle qu'elle existe aujourd'hui, n'a pas réellement de critères d'entrée, un peu comme on a vu avec l'Union européenne, c'est-à-dire des critères qui diraient que pour entrer, il faut répondre à un certain nombre de critères, y compris des critères de gouvernance et donc de démocratie. Très peu de pays en Afrique aujourd'hui peuvent véritablement se prévaloir d'être véritablement démocratiques, surtout que moi, j'ai tendance à avoir des critères assez sévères, hein, c'est-à-dire que si vous n'avez pas encore eu dans un pays une situation où le pouvoir change de main et rechange de main, donc une sorte d'alternance répétée qui montre que la démocratie s'est stabilisée, que les gens acceptent le résultat parce que le résultat est transparent, eh bien, voilà. Tant que vous n'avez pas atteint ce statut d'alternance qui vous établit réellement comme une nation démocratique, à mon avis, vous n'y êtes pas encore. Voilà, merci beaucoup. Malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis sur le site voafrique.com ou à travers nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.